Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans On en agro, une émission qu'on a fait ensemble avec la communauté pour essayer d'amasser le plus de questions possible et de les emmener auprès d'Ubisoft pour avoir des réponses. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Leroy Atanasoff, directeur de la marque, Benjamin Azoulay, directeur des opérations techniques, et François Roussel, Lead Community Manager. Je vais vous demander à chacun une petite présentation, qui vous êtes et quel est votre travail sur Siege, depuis combien de temps êtes-vous dessus, en quoi consiste votre poste? Donc moi c'est Leroy, donc moi je suis actuellement donc en charge du contenu sur le jeu, donc tout ce qui va avoir trait à l'expérience de jeu, les features, les opérateurs, les events, les map rework, enfin vraiment tout ce qui est orienté contenu. Pas forcément justement l'aspect technique, même si parfois le contenu dépend énormément de l'aspect technique. Quant à mon parcours sur ce jeu, en fait, je suis arrivé en janvier 2016, juste avant la release de Black Ice sur le projet, et voilà, je suis resté depuis. Donc la saison 4 de cette année marquera ma 20e saison. Voilà, donc ça en fait quand même des petites saisons. Ouais, ça en fait. Et c'est marrant que tu parles de Black Ice parce que j'ai noté aucune question à ce sujet et pourtant il y a beaucoup de demandes souvent pour les skins Black Ice, bien sûr. Benjamin, du coup, enchanté. Enchanté. Donc directeur des opérations techniques, pareil, même question pour Leroy, en quoi ça consiste et depuis combien de temps travailles-tu sur Siege? Ouais, alors en quoi ça consiste? Moi je m'occupe en fait de tout ce qui est qui a entré pas mal à la qualité de service pour le user en termes techniques. Ça peut aller gestion des incidents, les déploiements, activation de features live et ainsi de suite, et de faire le suivi en fait de tout ce qui est la qualité pour le user par la suite. Regarder avec le CS, les customer support, il y a des problèmes particuliers et ainsi de suite. Donc, ça englobe un peu tout ça. Okay. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur Siege. J'ai participé, en fait, je suis arrivé un petit peu avant le lancement. Puis en gros, mon but, ça a été de préparer en fait le jeu pour qu'on puisse l'opérer live d'une manière en fait pérenne. Et donc voilà, 5 ans sur le projet. Ok, merci beaucoup. Et François Roussel, Lead Community Manager, aussi connu sous le nom de Fanche sur Twitter et sur les chats Twitch. Exactement. Donc tu l'as dit, anciennement Community Manager, parce que j'ai été promu comme dev hier. Donc voilà, petite déjà. Félicitations déjà. Voilà, c'est tout nouveau. Donc mon travail, c'est forcément de m'occuper de tout ce qui est de la relation avec la communauté de Siege. Donc ça va de faire des gifs sur Twitter, à écrire des articles, jusqu'à quantifier tout ce que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux pour fournir des retours et des feedbacks à toutes les équipes avec lesquelles on travaille, que ce soit des équipes marketing, de production, etc. Donc on fait beaucoup de rapports différents et on essaye aussi d'interagir de manière toujours plus enrichissante avec la communauté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi ça fait 3 ans que je bosse sur Siege. J'ai commencé au support, donc je suis assez au courant de tout ce qui peut être relatif à ce qui peut toucher Siege, et ça va faire 2 ans et demi maintenant que je suis donc en community. Donc j'ai commencé par être customer représentative, où on s'occupe vraiment du day-to-day, du journalier, du quotidien sur les réseaux sociaux locaux français. Donc j'étais derrière le compte Atmos X France pendant un moment, et puis progressivement je suis passé comme dev en passant par community manager, où j'ai géré toute la région Europe, Middle East et Asia pour community sur Siege exclusivement. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner avec une bonne petite liste de questions, et on a la chance donc d'être avec vous trois, ce qui fait que vous allez être plus ou moins spécialisés pour répondre à certaines questions. Du coup, je vous laisserai vous répartir entre vous les réponses à chaque question. On va commencer par un petit bilan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur Siege? Comment il a pu traverser autant d'épreuves, ne serait-ce que par exemple son lancement et sa première année qui ont été assez entachés au niveau de la com, puisque rappelons-le, il est sorti juste après une mauvaise période à Paris, en tout cas pour ce qui concerne la France. Beaucoup de problèmes de triche en année 1, une stabilité qui n'était pas vraiment au rendez-vous avec l'Operation Health. Comment est-ce qu'il s'est hissé depuis en Tier 1 eSport et également FPS tactique le plus joué sur console et PC?
Et ben là, c'est là où j'ai envie de faire une petite introduction et donner un petit peu de contexte parce que c'est bien que tu rappelles tous ces éléments-là. Effectivement, c'est un jeu. Il faut se rappeler qu'au moment en fait où il se lance à Ubi, c'est vraiment on va dire le premier gros jeu game as a service d'Ubisoft. Donc effectivement, c'est un jeu qui va arriver, qui va être très différent dans le portefeuille des jeux d'Ubi à cette époque-là, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas d'ailleurs. Et donc du coup, ça va essuyer les plates en fait. Ça va être un peu le jeu pionnier qui va découvrir effectivement qu'est-ce que ça prend de faire un game as a service successful, qu'est-ce que ça prend d'avoir, de lutter contre le cheat, qui était une problématique avant qu'on n'avait pas forcément sur des RPG solo ou des trucs comme ça. C'est vraiment le jeu qui a tout essuyé, qui a tout défriché pour le reste des jeux qui aujourd'hui sont aussi très très successful chez Ubisoft. Et donc ce qui est important, c'est de bien prendre en compte et de voir que objectivement le jeu aujourd'hui est infiniment mieux qu'il ne l'était à la sortie. Et ça, je veux dire, si tu as joué à cette époque-là, comme tu l'as dit, moi je me souviens quand je suis arrivé, on parlait on avait des problèmes de matchmaking, on ne pouvait même pas lancer la partie. On en était à le jeu ne peut même pas se lancer. C'est ce que aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il y a eu quand même un travail, et c'est ça que j'ai envie de saluer aussi des équipes depuis 5 ans pour vraiment améliorer l'expérience de jeu. Et objectivement, aujourd'hui, on a une bien meilleure expérience. Par contre, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'était le premier de cette nature au sein d'Ubisoft. Il y a aujourd'hui des problèmes qui sont là depuis le launch, qui sont toujours là, parce qu'effectivement, ça prend du temps de tout adresser, de tout fixer. Et tu prenais l'exemple par exemple de l'Operation Health, c'est un bon exemple où effectivement on a dû prendre sur nos rythmes de production pour vraiment intervenir sur des points très très chauds et très critiques pour permettre au jeu de continuer à évoluer, à tourner quand même dans des bonnes conditions. Et on a souvent cette image pour expliquer ce que c'est de travailler sur un jeu live, de changer les roues d'une voiture pendant qu'elle roule. Parce qu'il faut bien garder en tête que ce jeu, il est sorti, il ne s'est jamais arrêté. Et on n'a pas envie de l'arrêter. On a envie que tous les jours, vous puissiez continuer à jouer. Donc il faut être ingénieux. Ça prend du temps de pouvoir travailler dessus, améliorer des systèmes parfois qui sont cœur. Tu vois, des systèmes qui sont corps, qui sont vraiment, l'essence même de ce jeu, tout en faisant en sorte que chaque jour, vous puissiez continuer à y jouer. Tu vois, c'est pas la voiture, je l'arrête, je la mets sur un truc de levage, là, je passe en dessous, je redémonte tout, et puis dans une semaine, tu la récupères, tu vois. Ouais. Ça marche pas comme ça, tu n'auras pas l'arrêter pendant un mois, le jeu, pour travailler dessus. Donc, mais par contre, rien n'est infixable, hein, tout peut se faire, c'est juste qu'effectivement, ça prend du temps. Et donc, il s'agit pas de donner, de se trouver des excuses ou de se dire non, mais quand même, c'est pas si pire, etc. Genre, de fait, objectivement, c'est mieux. Par contre, c'est vrai que quand tu joues 8 heures par jour depuis 5 ans, il y a des problèmes qui sont là depuis cette époque-là. Donc c'est normal que ça devienne des irritants. C'est normal que les gens aujourd'hui éprouvent une forme de fatigue et de souffrance vis-à-vis de ça. Et je pense que la chose qu'on peut mieux faire et qu'on fait aujourd'hui avec toi et qu'on va continuer à faire dans le futur, c'est du contexte et de la communication. Parce que nous n'avons rien appris. On les connaît tous, ces problèmes. Et on travaille dessus. On a des plans pour les adresser à plus ou moins court, moyen et long terme. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue visibilité, communication, on peut et on doit faire mieux. Et c'est pour ça qu'on est super content de participer à une émission comme ça. Et c'est pour ça qu'on est ouvert dans le futur. On va essayer aussi de s'améliorer là. Je crois que c'était Bibou qui disait ça sur le stream, qui disait, mais oui, le jeu il est mieux, etc. Et il n'y a pas de problème. Il est mieux maintenant, il n'est pas moins bien qu'avant. Mais par contre, putain, si on pouvait avoir une communication sur où est-ce que vous en êtes, ou ne serait-ce qu'une forme d'acknowledgement, c'est de dire oui, effectivement, on a conscience de ce truc-là et on travaille dessus. Et je pense qu'il a raison. Je pense vraiment qu'il a raison et je pense qu'il faut qu'on s'améliore à ça. Voilà, pour la petite introduction. Merci beaucoup. Du coup, petite question également liée à l'actualité. Comment et à quel point je vous vois en plus chez vous, donc c'est parfait pour illustrer, pas pour toi Leroy, mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de monde derrière toi. Comment et à quel point la crise actuelle du Covid-19 a impacté le développement et le travail sur Siege ? À quel point ça a pu poser des problèmes, ralentir des choses, au-delà de l'e-sport qui a vu des événements annulés, mais voilà, à quel point ça a pu perturber un petit peu le travail sur ce jeu ? Je pense que tu peux le voir déjà, effectivement. Moi, je suis un des rares à être retourné au travail, puisque nous, on est en train de commencer un déconfinement au Canada vraiment par étapes. Donc, comme tu peux le voir derrière moi, je pense qu'aujourd'hui, on est moins d'une vingtaine sur le floor, donc c'est très très peu. Oui, effectivement, ça a eu des impacts sur le travail, ça a eu des impacts sur les développements, mais par contre, on a été extrêmement agréablement surpris de la rapidité, la flexibilité avec laquelle cette équipe et nos partenaires techniques ont réussi à s'ajuster, ce qui fait qu'on a quand même pu délivrer Steelwave,
putain, j'allais dire le nom de notre saison, et qu'on travaille aujourd'hui. Non, mais c'est un peu mêlant parce que tu vois, nous on travaille sur des saisons vachement longtemps à l'avance, donc là j'allais. C'est pas du balancer. direct, j'aurais coupé après avoir rendu l'information. Merci. Et on travaille sur et on va être capable de délivrer toutes nos saisons. Alors effectivement, il y a des features ça et là qui vont et qui ont glissé. Je prends l'exemple par exemple du replay ou du ping comme on l'a communiqué dans notre vidéo. Mais c'est quand même des choses qu'on va maintenir dans l'année 5. A priori, au moment où je te parle, tout ce qui devait être délivré dans l'année 5 sera délivré dans l'année 5. C'est juste un décalage de saison, mais il n'y a pas de décalage d'année. Et donc ça, on le doit grâce à nos équipes qui vraiment se sont données à fond et qui ont réussi à parer à effectivement toutes les complexités et toutes les problématiques que le Covid a imposées. Et chapeau bas parce que c'était un sacré challenge quand même, parce qu'en 15 jours, on a dû tout shifter d'un travail physique à un travail à domicile online. Bravo. Et Benjamin n'y est pas pour rien, d'ailleurs. On va voir. Non, on va donc non, voir ça, vas-y, du coup, avec maintenant toute une série de questions donc, qui sont un recueil finalement de ce que la communauté avait pu évoquer lors du live dont tu parlais, la première partie de On en a gros du coup. À commencer par le son, qui est un des atouts principaux de Siege, qui souffre depuis quelque temps de soucis de spatialisation, d'inversion aussi de la stéréo, la gauche qui est à droite, etc. et de problèmes de synchronisation. On peut prendre l'exemple par exemple des charges thermites qu'on n'entend pas être placées derrière un mur lorsqu'on est avec Bandit derrière avec sa batterie à la main et que le mur se met à exploser alors qu'on n'a rien entendu. J'imagine que vous êtes bien au courant de ce souci. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement du son sur Rainbow Six Siege ? En effet, je pense que tu as fait t'as bien marqué le point que en fait le son est un atout clé en fait dans Siege. Et en fait, il est assez unique en fait dans ce qu'on voit un petit peu dans l'industrie. Nous, on essaye un petit peu de donner un son avec une propagation dans un environnement en fait 3D, ce qui fait que c'est assez unique en fait, et ça se fait peu en fait dans le monde du shooter. Et en gros, notre système de son en fait, il prend en compte beaucoup de paramètres. Il prend en compte la position du joueur, l'environnement et l'état du jeu. Et en fait, dans Siege, comme tu sais, on a une engine de destruction en fait qui est assez unique dans le gameplay en fait. Mais en fait, la complexité que ça amène, c'est qu'en fait, chaque round est unique à cause de ça. Et donc, en fait, les difficultés que nous on fait face à l'heure actuelle, c'est qu'il y a à l'heure actuelle pas mal de petits cas uniques qui peuvent se produire à cause d'une exception qui se fait. Et puis vu qu'en fait on a, comme je l'expliquais, cette engine qui amène beaucoup de variabilité, il y a certains issues en fait à l'heure actuelle qui sont un peu plus difficiles à tacler que d'autres. Bon, cependant, on n'est pas là à rien faire. En gros, ce qu'on est en train de faire, et ce qu'on fait à court terme, c'est qu'on est en train d'instrumentaliser quand même notre système pour attraper des bugs plus rapidement qu'on le faisait avant. Il y a du travail qui a été fait là-dessus. Et en fait, tout ce qu'on attrape en fait comme bug qui est reproductible en fait pour l'équipe de développement, en fait, on va les adresser en priorité. On va rien laisser passer. Par contre, en fait, on s'est quand même aperçu qu'il y a quand même certaines parties du système de propagation, sur lesquelles on va devoir retravailler. Là, moyen terme, on va poser un peu les fondations par rapport à ça, puis on va retravailler un petit peu sur comment on package les sons, ce qui est plus quelque chose qui va plus servir aux développeurs pour aller plus vite et mieux gérer les systèmes de son. Mais on va devoir quand même regarder, je dirais à moyen long terme, comment faire une refonte un petit peu de ce système-là. À court terme, par contre, on compte vraiment sur la communauté pour nous remonter en fait si jamais il y a des bugs qui sont reproduits en fait de manière très fiable, de nous les remonter via R6Fix par exemple. Ça nous aide beaucoup en fait. Des fois, il y a peut-être certaines choses où les gens passent énormément de temps sur le jeu en fait toute la journée. Et s'ils arrivent à retrouver des manières très fiables en fait de reproduire ces jeux-là, nous on est hyper preneurs et ça nous aide énormément en fait dans notre combat de bugs. Mais voilà, ça, pour le son, on va plus s'inscrire sur quelque chose qu'on va devoir reconstruire pour arriver en fait à corriger des problèmes un peu plus long terme. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Toujours dans les sujets qui fâchent un peu. Je voulais juste, vas-y, excuse-moi, François. à poser une petite précision parce qu'il a parlé d'R6Fix. Je voulais juste ajouter qu'on a un système aussi actuellement qui s'appelle Programme Bug Hunter. Si vous contribuez activement sur R6Fix,
On a un système de récompense aussi à la clé. Donc, si ce que vous signalez est répertorié et reconnu comme étant un bug en jeu, ça s'ajoute à votre compte en quelque sorte. Et au bout d'un certain nombre de problèmes signalés, justement, nous, on vous enverra un charm exclusif des Raptor Legs avec de Frost avec des Raptor Legs à l'ancienne. Je l'ai vu, il est très beau. Comme ce fameux glitch de Redbook dont tout le monde se souvient. Voilà. Juste faire la pub pour le programme R6. Non, mais effectivement. Je mettrai un petit mot également pour R6Fix puisque c'est pour le bien de tous finalement. Et enchaînons derrière avec un autre sujet tout aussi chaud qui est pas unique à R6 pour le coup, mais bel et bien au monde du jeu vidéo compétitif et notamment des FPS. La triche, les cheaters et les vagues de ceux-ci. En ce moment, il y a beaucoup de plaintes. On l'a vu à ce sujet sur Twitter. On a vu que c'était assez virulent, mais on voit aussi. Et je tiens à faire cette comparaison avec par exemple la sortie toute fraîche de Valorant, que le sujet n'est pas simple du tout. Ils ont beaucoup mis en avant leur système en faisant une très bonne promo dessus, et pourtant quand on lit Reddit et les commentaires Twitter, le problème est tout aussi existant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne BattleEye sans forcément rentrer dans les détails puisque j'imagine qu'il y a pas mal de choses qu'il ne faut pas divulguer, et comment vous comptez vous améliorer la lutte contre les tricheurs, si vous envisagez des mesures plus agressives, des sanctions plus importantes, voilà. Okay. Donc oui, en effet, le sujet du cheating, c'est un sujet en fait qui continue de nous animer en fait sur Siege. Pour le replacer un petit peu, pour nous en fait c'est une guerre qui va s'inscrire dans la durée en fait. C'est pas une bataille sporadique là. On va pas faire un set de mesures puis après passer à autre chose et ne plus travailler sur le cheating. C'est un travail de fond, puis il y a des ressources en fait à long terme qui sont investies sur Siege par rapport à ce combat-là. Pour répondre à ta question en fait par rapport à BattleEye, je vais te donner une réponse en fait très simple. Je vais pas rentrer dans les détails trop par rapport à ça, mais en gros c'est un système kernel based en fait qui cherche à voir s'il n'y a pas d'injection au niveau de notre application qui serait fait en fait par des systèmes de triche. Grosso modo, c'est ça. Donc, c'est un système plutôt actif durant la game qui regarde, voilà, est-ce que le joueur est en train d'essayer de rouler une application qui fait des modifications malicieuses en fait à notre application. Par rapport en fait à notre stratégie. À l'heure actuelle, en fait, on est en train de travailler. En fait, on l'a divisé un petit peu nos piliers. En fait, ils sont un petit peu divisés en 3, je te dirais, par rapport à la guerre contre le cheating. En gros, on a meilleure détection, augmentation en fait du coût de maintenance des cheats et réduction des possibilités de cheating dans le jeu. Donc, je vais développer un petit peu ces 3-là. Meilleure détection, en gros, c'est un jeu de chat et souris en fait, l'anti-cheat. Puis tu l'as bien expliqué avec Valorant. En fait, on voit que voilà, ils sont arrivés, il y a eu un reality check. Et en fait, voilà, les cheat développeurs vont toujours trouver des manières détournées qui aura un impact plus gros ou moins gros dépendamment du jeu et dépendamment de la vulnérabilité accessible. Mais il y aura toujours un jeu de chat et souris. Donc pour nous, en gros, on va toujours améliorer nos manières de détection, que ça soit une collaboration avec BattleEye, se donner plus d'infos les uns les autres. Mais aussi de notre bord, essayer de développer aussi des modèles de reconnaissance de cheaters pour pouvoir passer l'information partout, pour voir aussi est-ce qu'on rate à l'heure actuelle en fait certaines détections, avoir un système d'alerting pour voir est-ce qu'on a une zone grise, une zone d'ombre sur laquelle on ne détecte pas bien les joueurs. Donc ça c'est notre premier pilier. Le deuxième, ça va être augmenter le coût de maintenance des cheat développeurs. Faut savoir que le cheater n'est un consommateur en fait de ce que un développeur de triche en fait fait. Et en fait c'est une partie importante de l'équation, les cheat développeurs. Il faut pas les négliger. Et en gros, nous ce qu'on est en train de faire, on est en train de poser des grosses bases par rapport à ça. C'est de en fait faire que c'est de plus en plus difficile et coûteux en termes de temps et de ressources pour un développeur de cheat de pouvoir maintenir un cheat sur Siege. En faisant ce combat-là, ce qu'on espère, c'est que à terme, on devrait voir le nombre de cheats en fait diminuer sur Siege. Et le troisième point, en fait, qui est donc la réduction des possibilités de cheating dans le jeu, ça c'est un travail qu'on fait de notre bord, qui est de côté applicatif en fait. Regarder où est-ce qu'on a des brèches de sécurité. Ça peut être côté infra comme côté
purement client que tu roules en fait sur ton PC. Et c'est de regarder en fait est-ce qu'on a des portes ouvertes béantes en fait et des choses qu'on devrait fixer. Je te donne un exemple, par exemple. Les téléportes, par exemple. Ça a été genre, on a vu que c'était les joueurs les cheaters en fait arrivaient facilement à se téléporter, à dropper le C4 et ainsi de suite. Bah, on a vu que par exemple on faisait pas de validation sur la distance de jet du C4. Bon, bah en fait on a fixé ça, on a mis des choses en place qui fait que le téléport pouvait plus être utilisé à cette manière-là. Après on a travaillé plus sur fixer le téléport et ainsi de suite. Et en gros c'est fermer brèche après brèche dans le client, des choses qu'on aurait pu laisser quand on a créé en 2015 le jeu par exemple et qu'on n'avait pas forcément pensé à ces use cases-là. Pour ça aussi, on travaille aussi à faire du vulnerability assessment avec des partenaires internes et externes qui vont passer à travers notre application et nous montrer regardez, il y a des brèches ici. Et voilà, c'est un gros partenariat. Je pense que je vais finir ma réponse là-dessus et je pense qu'il va y avoir je te donne une petite exclue, allez hop. Allez. En gros il va y avoir un devlog en fait sur l'anti-cheat qui va être fait. Puis là on va dans ce que disait un petit peu la stratégie de Leroy tout à l'heure, on va essayer de donner plus de communication en fait aux joueurs et notamment par rapport à ce sujet-là en fait, et on trouve que c'est très important et c'est pas quelque chose qui va être un point fixe temporel qui va arriver comme ça, on va l'inscrire dans la durée, c'est une communication qui va revenir sur l'anti-cheat, c'est un sujet sur lequel on doit maintenir un canal de communication en fait constant avec la communauté parce que c'est quelque chose qui changera au fil du temps, le cheating changera, le cheating évoluera, puis il faut qu'on continue à informer ce qu'on est en train de faire, comment on adapte notre stratégie, et ainsi de suite. Voilà. Trop bien. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions, c'était très complet et très intéressant. Toujours sur le sujet de la triche, plus ou moins, plutôt côté console qui souffre beaucoup de DDoS, de freeze de lobby, etc. Je sais que vous avez entamé des procédures judiciaires contre les sites qui proposent ces services. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces avancées justement ? Alors, je vais plus parler du combat qu'on est en train de faire technique par rapport à ça. Okay. Sur la partie légale, on n'a pas forcément plus de commentaires à faire en fait. Il y a des recours qui ont été faits, puis ils suivent leur cours, puis voilà, pas plus de commentaires sur ces points-là. Par contre, ce que je peux te dire en fait côté technique, c'est que en effet en fait on est très vite tombé au courant. On a du monitoring en fait qui est en place et qui nous permet de voir en fait quand on a certains types d'attaques qui sont en train d'être faits. Ça avait été assez calme en fait parce qu'on avait fait des investissements en fait en 2019 pour contrer la grosse vague de DDoS qu'il y avait eu à cette époque-là. On était rentré dans une période relativement stable et on avait quand même scopé des améliorations qu'on devait faire. Et en fait dernièrement on a vu qu'il y a commencé à avoir en effet une deuxième vague d'attaques en fait au niveau de DDoS. Puis aussi tu l'as mentionné le lobby freeze qui est pas du tout le même type d'attaque qu'un DDoS, mais qui peut avoir en fait le même effet in-game ou la même impression ressentie chez le joueur. Je vais commencer avec le lobby freeze en fait. Le lobby freeze en fait, on a pris des mesures pour le contrecarrer. Donc à l'heure actuelle, ça devrait plus être quelque chose qui devrait être exploitable facilement en fait par les joueurs. On a rollé out et on a communiqué là-dessus des mitigations par rapport à ça. Et là, puis on n'avait pas trop lâché le focus, mais on continue à regarder bien les DDoS qui continuent à être quelque chose sur Siege. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler avec nos partenaires externes, puis aussi des partenaires internes, pour trouver des solutions en fait à tous les niveaux, à de multiples horizons. En fait, on a établi des plans court terme, moyen terme et long terme pour pouvoir répondre à ça. Au départ, ça va être des choses qui vont atténuer les effets et à moyen terme et à long terme, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus radical par rapport aux résultats pour contrecarrer en fait les DDoS. Je pense qu'on communiquera plus dans pas trop longtemps par rapport à ça. On veut quand même se donner du temps pour voir la mise en place de nos mesures, l'efficacité et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose sur lequel on maintiendra un canal de communication dès qu'en fait on a du data à montrer et dès qu'on a des résultats probants. Merci beaucoup. J'ai une autre question toujours sur les consoles et c'est un sujet, je pense que dès l'année 1 la question était posée. C'est en ce qui concerne les claviers souris sur console. Sur le plan technique déjà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, en tant qu'Ubisoft, vous pouvez agir ou ça relève uniquement de Sony et Microsoft? Et dans une autre mesure, est-ce qu'il est envisageable pour Siege
de voir arriver ce qu'on peut voir sur d'autres jeux, l'identification de ces joueurs qui seraient ainsi basculés sur des serveurs PC, ou qu'une mesure au moins annonce que tel joueur utilise tel périphérique. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à propos de ça? Par rapport au mouse and keyboard, ça fait un gros bout qu'on est au courant qu'en fait il y a une utilisation en fait qui est faite notamment pour les joueurs consoles en fait, et on est au courant du déséquilibre en fait que ça amène. En gros, c'est un sujet qui peut paraître simple en fait, le mouse and keyboard, mais quand on creuse, ça amène quand même un gros lot de complexité. Ça amène des complexités au niveau de nos services online, de comment est-ce que on gère l'expérience joueur par rapport à ça, et aussi ça pose des questions aussi par rapport à la détection forte et pérenne en fait des inputs en fait des joueurs. En gros, à l'heure actuelle, il y a des infos qui sont disponibles, mais c'est pas quelque chose sur lequel on pourrait mettre une solution en place, en fait, Day One, qui serait bulletproof au niveau sécurité et pérenne. Il y aurait, à l'heure actuelle, je pense que c'est assez connu, il y a des émulateurs type Cronus, en fait, qui sont là un petit peu pour contrecarrer les détections, en fait, que certaines qui sont mises en place en fait à l'heure actuelle. Et en fait, si on s'attaque à ce dossier-là, on veut pas donner une demi-solution. On veut pas dire c'est super, en fait, on supporte mouse and keyboard, voilà l'expérience, c'est géré au niveau user experience, mais en fait, il y a un espèce de exploit qui reste à travers en fait les Cronus par exemple, et en fait ça serait juste amener une demi-solution. En fait ça resterait de genre bah oui, mais je me continue à jouer au contrôleur contre quelqu'un qui est mouse and keyboard et ainsi de suite. Donc on veut vraiment s'assurer en fait que quand on va livrer en fait une solution, on répond en fait à toutes ces questions là, et en fait ça implique de développer quand même des systèmes de détection et de reconnaissance et d'analyse en fait des inputs des joueurs. Et donc comme je disais, ça peut voilà, c'est une solution complexe, c'est un problème complexe qu'on a face à nous. On travaille sur le scoping, comment regarder ça, et on est en train aussi de faire de mettre en place et en train de travailler activement par rapport au développement. Comme je disais, il y a des modifications sur nos services online qu'on doit faire par rapport à ce dossier-là, et ça c'est des choses qui sont en cours. On va être très transparent là, on n'a pas d'échéancier en fait à communiquer à l'heure actuelle sur un support mouse and keyboard en tant que tel, mais on voulait donner un petit peu de visibilité à la communauté de pourquoi ça prend du temps en fait, parce qu'en fait on doit répondre à toutes ces questions-là, et notamment la partie sécurité, et que ça soit pas bypassable, c'est quand même c'est quelque chose vraiment qu'on doit regarder de manière très précise, et pas décevoir la communauté en donnant seulement une demi-réponse et une demi-solution. Non, mais c'est déjà très bien, parce que pour beaucoup, et je pense pas me tromper en disant ça, c'était pas spécialement un problème sur lequel vous cherchiez des solutions, alors que de ta réponse, si, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, mais aucune date, timing à annoncer, puisque sujet complexe. Merci beaucoup. Concernant la toxicité en jeu, vous avez déjà pris des mesures assez fortes là-dessus, et des prises de position assez respectables, comme par exemple le ban de Doki, joueur Pro League, qui avait eu des mots déplacés dans un chat en jeu et qui a donc été banni de compétition pendant 6 mois. Vous avez un service qui permet aux streamers et youtubeurs de reporter des cas de toxicité rencontrés en jeu, permettant ainsi à ces utilisateurs, on va dire plus, de pouvoir agir rapidement sur des gens toxiques. Quels sont vos plans à venir pour améliorer tout ça, puisque la toxicité reste un problème qui sera malheureusement toujours trop présent sur le jeu? Bon, je vais prendre cette réponse. Ouais, la toxicité, c'est un problème qui est inhérent à tous les jeux en ligne, tous les jeux live. Rainbow Six Siege n'est pas épargné, malheureusement. Donc tu as rappelé le cas de Doki, effectivement, c'est un précédent. Je pense que c'était aussi un message qui était envoyé à tout le monde, c'est-à-dire que peu importe qui vous êtes dans la communauté, ce que vous avez fait, que vous soyez joueur pro, streamer, joueur normal, peu importe, vous êtes tous traités sur un pied d'égalité, et vous serez sanctionnés aussi de la même façon. Et c'est important pour nous aussi d'affirmer ça sur Siege. Donc on a essayé de mettre en place plusieurs choses, différentes stratégies, notamment sur le chat écrit par le passé. Pour l'instant, nos plans ça s'intéresse plutôt sur un système de karma, un système de signalement. Donc
Normalement, c'est prévu pour cette année. On l'avait annoncé au Six Invitational plus tôt cette année. Donc ça va être la prochaine étape en ce qui concerne la toxicité. C'est-à-dire que ça sera plus facile pour les utilisateurs de signaler quelqu'un qui est toxique, qui a un comportement répréhensible ou inacceptable. Et ça nous permettra aussi à nous d'agir plus rapidement puisqu'on aura directement la liste du nombre de signalements pour cette personne. Donc vraiment l'idée c'est aussi de faciliter le signalement pour vous et c'est de faciliter le traitement de ces signalements pour nous aussi de notre côté. Donc je crois pas qu'on ait encore de date précise à annoncer pour ce système, mais c'est vraiment quelque chose qui devrait être déterminant en tout cas dans notre combat contre la toxicité. Donc pour résumer vraiment grossièrement, ça sera un système de réputation sur chaque joueur qui permettra à un signalement d'avoir plus de cohérence ou pas, de mieux identifier finalement ceux qui sont signalés. Tout à fait, avec différents niveaux, il y aura plus de catégories que ce qui est actuellement en jeu, parce qu'on peut déjà signaler des gens en jeu, mais ce sera mieux géré et il y aura un peu plus de détails dans le type de signalement qu'on pourra effectuer en jeu. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Petit retour sur le côté technique. Aujourd'hui, il y a encore des petites incohérences sur des infos qui sont gérées en client-side, donc sur du côté du joueur uniquement et non pas du serveur, comme l'affichage par exemple de l'utilisation des drones. On voit pas mal de fois où un joueur sur sa caméra voit un drone comme étant inactif, alors que le dit drone est utilisé par un des attaquants et donc voit le joueur qui pense ne pas être vu. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Quels sont vos projets sur la synchronisation de ce genre d'informations ? Ouais. Alors oui, en effet, à l'heure actuelle, on est au courant que par moment, il peut y avoir ce genre de bug en fait qui peut arriver de temps en temps. Et en fait, si on prend en fait un petit recul sur la situation, en fait, si je prends l'exemple du système de drone, c'est un système en fait qui est devenu quand même complexe et qui est bâti en fait sur un vieux framework sur lequel on travaille en fait pour ce système-là. Et en gros, ce genre de bugs, malheureusement, ils peuvent se produire quand on travaille, on corrige quelque chose un petit peu sur les drones et tout, il peut y avoir des effets de bord une fois qu'on vient toucher le code, vu la complexité en fait du système. Donc à court terme, en fait, ce qu'on est en train de faire par rapport à ça, on est en train adresse ces bugs toujours en priorité là, dès que c'est remonté par la communauté, que c'est trouvé sur le TS, R6Fix et ainsi de suite, c'est rentré et on fixe ça au plus vite, que ce soit sur les drones ou les autres gadgets. En fait, c'est hyper core en fait à l'expérience de Siege, puis on peut juste pas laisser passer ça. Aussi, ce qu'on a mis en place avec les équipes techniques, c'est on a mis aussi des tests automatisés en fait qui vont nous aider en fait à réduire le nombre de régressions en fait qui vont apparaître lors du développement. Ça devrait réduire le nombre de bugs en fait qui passaient à travers les mailles du filet par rapport à ces systèmes-là. Et je dirais en fait aussi à moyen terme, on est en train de faire un refactoring en fait de tout le système de gadgets en fait de nos opérateurs et les drones en font partie. En gros, ce refactoring là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir simplifier les systèmes et surtout les découpler certains entre eux. Ce que ça veut dire en fait, ça voudra dire que quand un développeur en fait il vient toucher certains bouts de code, il y aura moins d'effet de bord j'ai cassé ce truc là par conséquence parce que j'ai touché ce bout de code qui est un petit peu spaghetti et qui vient taper en fait 50 fonctionnalités en fait derrière. Donc en fait ça nous assurera en fait un développement plus sécuritaire et donc pour le user en fait moins de bugs qui devraient en sortir. Et il y a en fait certaines parties des logiques aussi seront déportées aussi server side. Premier point pour garantir la sécurité, bien sûr. On ne veut pas que ce soit des choses qui soient des vulnérabilités comme j'en parlais plus tôt. Oui, bien sûr. Puis aussi pour pas se retrouver aussi avec des désynchronisations bizarres. On se souvient tous de ce qui s'est passé aussi avec Hibana, les pellets et ainsi de suite. On veut pas se retomber dans ce genre de situation. Et donc en fait le refactoring en fait des gadgets en fait va nous aider à assainir en fait cette situation. Puis en fait on vous gardera au courant en fait des livrables intermédiaires. C'est déjà quelque chose sur lesquels on a déjà livré des parties live en fait de manière totalement transparente et invisible pour le user. Et en fait on est en train de continuer à travailler dessus et c'est un gros chantier en fait cette année pour nous. Ok, très clair. Je vais donner j'aime beaucoup l'explication et je vais redonner un petit peu de contexte là-dessus. C'est qu'effectivement, comme il dit, c'est en continu depuis 5 ans
qu'on vous change des éléments entiers du jeu sans que vous vous en rendiez compte en fait. Et c'est un peu frustrant pour nous et c'est pour ça qu'on va ouvrir des trucs de communication, c'est que c'est beaucoup de temps, de travail et d'investissement pour un résultat qui vous paraît à l'identique, c'est-à-dire qu'effectivement le jeu il fonctionne pareil, les drones vont fonctionner pareil, mais qui en fait derrière, comme il dit, vient de fermer des brèches de sécurité, enlever des futurs cheats potentiels et éviter des bugs, voilà. Et donc c'est important je reprends ma métaphore parce que j'aime bien, c'est comme si tu faisais un Paris-Marseille, tu pars de Paris en 2 chevaux, et tu arrives à Marseille, tu es en Lamborghini, tu t'es rendu compte de rien. C'est-à-dire qu'on est en train de changer toute ta voiture, et franchement, sur un moyen long terme, c'est ça qui va se passer, c'est qu'à la fin, il n'y aura plus une trace de code du code qu'il y avait à l'origine en 2015. Et vous ne vous serez rendu compte de rien. Alors en fait, si vous serez rendu compte, parce que comme il le dit, il y a des effets de bord, il y a des bugs et des régressions, etc. Mais fondamentalement, vous aurez continué à jouer au jeu sur sa longueur. Et en fait, c'est ça Siege 2, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on vous emmène à Siege 2, mais c'est toujours le même jeu, en fait, tu vois. Il est juste en train de s'opérer, s'updater, se refactoriser, se solidifier, et on est des nouvelles versions de code et des nouvelles choses meilleures, et c'est relativement transparent pour vous. Et c'est ça qui est le challenge en fait technique, et c'est là-dessus on veut communiquer, parce qu'effectivement finalement on se dit peut-être qu'on va vous communiquer les refactos. Effectivement, de fait ça change pas votre expérience, mais quand même ça vous tient au courant de où est-ce qu'on en est, et on pense que ça peut avoir de la valeur, et ça peut vous aider aussi à mieux comprendre quand du coup il y a des régressions, des choses comme ça. Ça fait prendre conscience effectivement de la complexité qu'il peut y avoir derrière une petite feature modifiée. C'est la communication en tout cas, je pense vraiment que c'est une bonne idée. Parlons un peu de l'idée du rollback de MMR, qui était très bien pensée, très bien reçue à son annonce, mais qui au final on se rend compte qu'elle apporte plus de frustration qu'autre chose. Lorsqu'une équipe parvient à vaincre un cheater, elle se retrouve à perdre des points malgré tout. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place un système qui pénalise pas ce genre d'exploit, de ce genre d'exploit tout court d'ailleurs, c'est un exploit de vaincre un tricheur. Par exemple, ne retirer les points qu'aux joueurs qui paraissent boostés de manière évidente, même si j'imagine que c'est pas le plus simple à identifier. Mais voilà, au minimum ne pas retirer de points à ceux qui arrivent à vaincre des cheaters. Okay. Ça avait été quelque chose qui avait été discuté en fait dans les designs qui avaient été faits initialement quand on avait pensé en fait au rollback de MMR. En fait, la philosophie derrière tout ça, c'était de en fait annuler une game où on trouve qu'il y a eu en fait quelque chose un cheater qui a été identifié, du boosting qui aurait pu avoir lieu, et ainsi de suite. En fait, c'est notre système de MMR, c'est un peu, le système de la répartition, en fait, c'est un peu comme un jeu à somme nulle, quoi. C'est un équilibre, en fait. Puis on veut pas créer d'inflation, de débalancement, d'exception, de genre ah oui, mais dans ce cas-là, il y a une inflation parce que. Donc en fait, c'était important pour nous de garder cette direction-là. Aussi. Quand on commence à mettre des conditions, ah mais oui, mais pour le gars qui a juste été présent dans une game et ainsi de suite, en fait, dès qu'on commence à mettre plein de conditions, ça vous la porte aussi à exploiter le système. Donc, est-ce qu'il y a des avenues où en fait je pourrais faire un certain nombre de games, mais pas trop, et comme ça en fait je pourrais gagner, et ainsi de suite. Donc c'était important pour nous de neutraliser pour être sûr du résultat, et on a pris ce choix de direction. Faut jamais dire jamais, ça veut pas dire qu'on va pas un jour repasser par-dessus, ou peut-être qu'on fera des changements un jour dans le matchmaking qui vont nous permettre de prendre différentes directions et ainsi de suite. Mais pour le moment, en tout cas, c'est la direction en fait qu'on a décidé de prendre. Et pour ajouter à ça, juste pour dire, il y a aussi, je pense, on va travailler sur la communication aussi, même in-game de ce truc-là, parce que aujourd'hui, ton expérience, effectivement, elle est frustrante parce que tu rentres, tu es dans une game et en fait, tu as une game que tu avais peut-être gagnée, tu t'étais même pas rendu compte qu'il y avait un cheater, et tout d'un coup, on te dit, bah en fait, non, tu as perdu du MMR relativement à cette game parce que cette game, en fait, a été annulée, parce qu'en fait, le mec qui t'avait fait gagner, en fait, c'était un cheater, etc. Et donc, c'est assez négatif parce qu'effectivement, bah, tu as ce message qui te pop dans la face en disant, bah, tu as déranqué, etc. Sauf qu'en vrai, c'est quelque chose de positif parce que c'est quand même le message qui te signale qu'on a trouvé quelqu'un qui cheatait et qu'on l'a dégagé et qu'on l'a rétabli la situation. Donc c'est aussi une façon de comment cette expérience-là elle est communiquée et présentée aux joueurs. Tu sais, il y aurait des moyens de spinner ça d'une manière un petit peu plus positive. C'est-à-dire, de fait, c'est quand même un jeu à somme nulle, donc on peut pas magiquement te donner du MMR, mais par contre, on peut quand même expliquer ce qui s'est passé, donner un peu plus de contexte et te sentir peut-être un petit peu plus partie. Si tu n'étais pas la personne qui était boostée, parce que là, effectivement, tu seras frustré, tu as payé, tu as perdu ton MMR, mais si tu n'étais pas la personne qui était boostée, qui a été pris, on va dire, dans le friendly fire du truc, quoi, de se dire, bah, quand même, c'est cool, ça contribue à l'assainissement du jeu, tu vois. Parce que c'est quand même ça, le message de fond, c'est que c'est l'assainissement du jeu. Or, ce que tu as aujourd'hui, c'est juste, tiens, regarde, je t'ai fait déranquer. Ouais, super, tu sais, genre. Donc, c'est une expérience qui est vraiment pas terrible et frustrante. Donc,
comme dit Ben, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'envie de changer ça parce que il y a 100 points qui ont été en jeu. Ils en ont gagné 50, ils en ont perdu 50. On en a tous perdu 10, quoi, grosso merdo, et ils en ont gagné 10. Donc, je peux pas commencer à dire, en fait, ils vont en avoir 30. Et, alors, à qui on Bien enlève sûr. les 10 et on enlève qu'au cheater, ça devient très très compliqué parce que le cheater de toute façon lui il est plus là, il jouera plus, etc. Donc c'est très compliqué le skill rating. Mais par contre effectivement de spinner ça un peu plus positivement, de peut-être mieux expliquer, tu sais, même te donner un historique, que tu saches quel game c'était, avec quel mec, etc. Tu sais, te dire et tu sais, te remercier aussi parce que on est désolé, c'est expérience machin, mais au moins ça a contribué. Voilà. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la communication et sur le packaging de cette information-là. Et Benjamin, tu parlais tout à l'heure d'inflation justement en parlant du MMR, etc. Ça m'amène sur cette deuxième question, toujours sur le MMR. Par exemple, à OLO, une victoire en fin de saison apporte 10, 20, 30 points, alors qu'une défaite en enlève le double, ce qui génère une énorme frustration. Est-ce que c'est un système que vous souhaitez retravailler ou c'est quelque chose que vous pensez intelligent tel quel ? Tu veux la prendre, Leroy ? Allez. Ouais, je vais l'apprendre. C'est-à-dire que, comme dit, c'est un système qui est très compliqué. Donc ces valeurs là, ces chiffres-là, c'est pas un designer qui met des chiffres et qui joue comme ça. C'est des algorithmes mathématiques qui sont très performants, qui coûtent cher et il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent là-dessus. Par contre, il y a quand même des leviers et des choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Et effectivement, le principe de tous ces systèmes-là, c'est de converger vers ton skill réel. D'accord ? Donc au bout d'un moment, ça te dit qui tu es. Et on s'est rendu compte que malgré tout, les joueurs qui jouent beaucoup sur une saison, effectivement, plus tu vas jouer, plus tu vas converger et plus effectivement tes victoires vont t'apporter peu et tes défaites potentiellement en fonction de contre qui tu es matchmaké, tu peux effectivement perdre beaucoup. Donc il y a dans nos plans une intention effectivement de peut-être ne pas dépasser un certain threshold, notamment en cas de victoire. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement aujourd'hui, si tu joues beaucoup, tu peux arriver à du plus 5 ou plus 10 en cas de victoire et on considère ça trop bas et on va effectivement essayer de remonter un threshold minimum au-dessous duquel tu ne pourras jamais gagner moins que ça en cas de victoire parce qu'effectivement c'est pas hyper satisfaisant. Pareil en termes d'expérience, c'est pas hyper satisfaisant. Donc on est en train de revoir le modèle et ses valeurs pour que justement la perception et la sensation de dire au moins j'ai gagné quelque chose soit un petit peu plus haute et surtout que tu puisses te projeter sur un certain nombre de games pour essayer de changer de bracket parce qu'effectivement quand si tu as 50% de matchmaking et tu gagnes plus que 5 points, tu sais, tu as 50% de win rate et tu gagnes que 5 points, en fait mathématiquement quasiment tu pourras jamais changer, ne serait-ce même que de passer de Silver 2 à Silver 1, tu vois. Donc on va essayer de voir comment trouver c'est dans nos cartons et on va communiquer je pense bientôt là-dessus effectivement, de retravailler le threshold de seuil de victoire. Toujours sur le matchmaking, il est abordé depuis longtemps au sein de la communauté un système qui séparerait les joueurs solo, duo, trio et 5 stacks. Un système qui permettrait de moins être pénalisé en lançant en solo et surtout d'équilibrer les parties en fonction des deux équipes qui s'affrontent. Quelle est votre position à ce sujet et est-ce qu'on peut espérer voir ce genre de système arriver un jour sur Siege ? Alors, pour prendre spécifiquement la question du séparer en fait les solos, duo, trio dans le matchmaking, je vais un petit peu expliquer très rapidement en fait quels impacts en fait ça aurait. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si on faisait une division en fait suivant ce modèle-là, ça voudrait dire que en fait, on divise en fait le pool des joueurs. Donc, on devrait faire des subdivisions, faire des sous-groupes. Et en gros, ça impliquerait en fait que ça impliquait d'impacter en fait la quality of service en fait du matchmaking. Ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait moins de joueurs dans mon pool, de joueurs qui seraient dans mes critères. Donc, je vais devoir relaxer mes critères encore plus. Ça va prendre du temps et donc en fait, ça va me donner un matchmaking qui est moins équilibré, qui va prendre plus de temps. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'on cherche à avoir en termes de résultats. Donc je dirais qu'en fait à court terme, viser spécifiquement en fait cette fragmentation des solo, duo, trio, ça risque en fait d'avoir un gros impact sur le quality of service dans certaines régions ou spécifiquement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il y a des idées sur lesquelles en fait on est en train de creuser qui vont dans une direction en fait, essayer de voir globalement ce qu'on pourrait faire par rapport aux équipes et ainsi de suite. Mais on est en cours d'itération par rapport à ça, donc on n'a pas forcément plus de détails à donner. Donc voilà, c'est un petit peu l'état des choses.
Souvent, ces questions elles viennent de gens qui prennent en référence des jeux et des MOBA, League et tout ça, pas du tout de quoi tu Dota, veux parler avec ta casquette. par exemple. Voilà. Et en fait, il faut bien garder en tête que ça, on parle de jeux qui n'ont qu'une seule plateforme, donc qui ont un gros pool de joueurs communs, qui est aussi divisé par des régions, mais au moins ils sont tous sur la même plateforme. Aujourd'hui, Siege, c'est un jeu où il y a une grosse partie de sa population est sur des consoles PS4 et Xbox, qui en plus ne se parlent pas, d'accord, qui sont mutuellement exclusifs. Et aujourd'hui déjà, dans certaines régions à certaines heures, le matchmaking est difficile parce qu'en fait tu vas trouver, t'as pas forcément assez de monde, etc. Donc plus on va subdiviser, plus, comme le disait Benjamin, ça va devenir très compliqué. Donc c'est pas des solutions qu'on peut prendre telles quelles de ces jeux-là et les appliquer chez nous, parce qu'une fois de plus, notre contexte et notre réalité, elle est hyper différente. Même si de loin, attends, je comprends pas, ça pourrait être... Mais non, en fait, ou CS ou machin, mais non, en fait, nous, on est vraiment dispatchés sur 3 plateformes, donc notre population est dispatchée sur 3 plateformes qui ne sont mutuellement exclusives. Donc c'est important. Et par contre, comme le dit Benjamin, il y a des moyens de prendre ça en compte différemment. Aujourd'hui, en tout cas, on a conscience que jouer à 5, c'est beaucoup plus fort que 5 mecs tout seuls. On a clairement conscience de ça. Et il y a des moyens de pallier à ça. Et il y a des subtilités qu'on va essayer de mettre en place pour justement essayer d'équilibrer ça, faire que quand je joue tout seul, je me sens moins frustré, et le matchmaking va essayer d'équilibrer ça, en fait. Voilà. Ok. Une idée proposée pour éviter le ping abuse serait de bloquer la ranked à son serveur de base. Pour être très clair, un joueur par exemple EU West ne pourrait pas aller ranked en NA et inversement. Qu'est-ce que vous en dites de cette idée ? Ok. Par rapport au ping abuse, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant de discuter et de réexposer. En fait, nous de base, quand Siege a été construit en 2014 et avant, on a pris le postulat en fait que le jeu en fait il devrait être jouable en fait dans toutes les régions du monde, qu'il n'y ait pas qu'on soit un maximum disponible au niveau géographique, pour pas limiter et trop mettre de contraintes trop strictes en fait par rapport au ping. Tout en considérant quand même qu'on était un jeu latency sensitive et qu'il y avait quand même un quality of service minimum en fait à avoir pour le joueur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on favorise toujours en fait la personne avec la meilleure connexion et la plus stable aussi. Donc en gros quand je tire sur ton opérateur en fait in-game. En fait, et qu'on fait un shootout. Là, on est 2 à tirer en même temps. En fait, c'est la personne en fait qui a la connexion donc la meilleure et la plus stable qui va gagner. Donc le paquet avec l'info qui se rend le plus vite au game server en fait a gagné. Pour le mouvement, c'est pareil. Si jamais en fait toi tu tires après que moi je t'ai tiré dessus sur le game server, en fait tous tes tirs après ils sont rejetés en fait. Là, toi t'es considéré, t'as répondu après, et donc en fait tout ça c'est rejeté. Donc en fait le ping advantage en fait c'est à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose sur lequel on a fait du travail pour notamment lisser. On avait des moments où quand le ping variait, c'est-à-dire que tu étais très stable, disons à 30 ms, puis ton service provider internet, il faisait que tu passais à 150, puis après que tu redescendais après à 20 ms. Ça arrivait des fois. Et en fait, on a fait beaucoup de travail pour essayer de lisser les messages et les remettre dans le bon ordre. Parce que ton changement de latence avait un petit peu impacté ça. On a mis aussi en place les icônes pour la compréhension des joueurs aussi, parce que des fois c'était pas super compréhensible, de genre c'est ma connexion, c'est le serveur, qui est-ce qui est en faute là. On a aussi fixé les physiques pawn to pawn. Donc je sais pas si tu te souviens, avec les shields notamment, des fois on avait l'impression que le joueur en fait le shield il faisait face, mais en fait il était à côté de nous, et ainsi de suite. Donc ça, on a fait pas mal de travail aussi pour la compréhension du joueur in-game, puis pour donner un state qui était vraiment celui qui était dans le jeu en fait. Et donc en fait, on a fait aussi, il y a un devlog en fait qui parle en fait de ça, qui parle du ping advantage, où on explique clairement que c'est pas quelque chose qui est gameable à l'heure actuelle. C'est quelque chose en fait qui dépend en fait aussi du réflexe du joueur. Il y a des fenêtres d'opportunité qui fait que on a laissé volontairement des fenêtres d'opportunité pour que le jeu soit jouable à quelqu'un par exemple qui a 150 de ping versus quelqu'un qui a 20 de ping. Mais au final, si tu as 20 de ping, tu as quand même clairement un avantage sur la personne qui a 150. Donc à l'heure actuelle,
c'est un petit peu là où on est en fait côté projet. Puis en fait, on n'est pas en train, en tout cas à court terme, de viser des restrictions en fait par rapport à ça. Leroy, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Benjamin prend beaucoup de pincettes pour dire qu'en fait c'est quand même c'est un mythe, c'est un hoax. Aujourd'hui, en tout cas, nous techniquement, on attend encore aujourd'hui d'avoir vraiment des démonstrations. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est une expérience qui est une fois de plus frustrante. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui commence à warper devant toi, etc., machin et tout, tu peux avoir une sensation de c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'il fait. Si par hasard, parce qu'il y a quand même des cas où il peut arriver à te tuer, qui n'ont pas forcément à voir avec le fait de se regarder en face-off en attirant en même temps, tu peux assez vite être frustré et te dire que c'est lié à son ping et parce qu'il warpait, blablabla, mais c'est quoi ce joueur, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, si tu es en Europe et que tu vas jouer sur US, tu n'as pas d'avantage, ça ne va pas t'aider, tu te mets pas dans une condition qui va t'aider à gagner et à monter des rangs et être meilleur. Ça va peut-être une expérience frustrante pour toi déjà parce qu'effectivement toi tu vas avoir plein de trucs rejetés. Pour les autres ça va être probablement frustrant aussi parce que le mec va se téléporter, c'est jamais agréable. Enfin, pas se téléporter mais c'est commencer à glitcher, warper, c'est jamais forcément agréable de voir ça dans ton jeu parce qu'effectivement tu peux te projeter en te disant ah mais qu'est-ce qu'il fait, mais peut-être c'est un cheat, peut-être c'est un téléport. Mais dans les faits aujourd'hui avoir un gros pic dans ce jeu n'aide pas et c'est bien pour ça que on fait nos finales en LAN, que la compétition E-level se joue avec le plus proche du zéro ping, etc. Ça se serait si 500 ms c'était la clé, tu vois. Dans ce cas, tous les pros nous demanderaient de jouer à 500 ms dans nos finales, mais c'est pas le cas, tu vois. Je pense que là, on est vraiment sur un mythe et qui se construit sur le fait qu'il y a une expérience qui est un peu visuellement et ouais, quand t'es confronté à un truc pas très joli, pas très et qui revêt peut-être parfois même des images de cheat un petit peu, tu sais, le mec qui glitch, qui warp, ça peut faire penser effectivement à des cheaters et des hackers, etc. Mais je crois qu'il faut participer à déconstruire ce mythe et surtout, comme le disait Benjamin, bien communiquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi le mec est comme ça, il a son icône qui clignote, etc. Et travailler à communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a pas de et même dans nos datas, tu vois, on ne voit aucune corrélation entre hyping et high rank. C'est pas du tout ça. Voilà. Okay. Juste pour ajouter un dernier point là-dessus, parce que la question était quand même aussi sur les gens qui changent de serveur. Je veux dire, pour Steelwave, il va y avoir un MMR global, donc il n'y aura plus de région. Donc on va aussi retirer l'intérêt du fait de changer de région, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des gens qui sont, admettons, diamants en Europe, qui vont jouer en NA, comme ça ils vont tuer quelques gold avant d'avoir leur vrai classement. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on va sans doute réduire l'impact, en tout cas, de cette expérience négative, quoi. Très bien, merci beaucoup. Toujours sur la localisation, on parle beaucoup d'Europe, mais on a tendance un peu à oublier, ou du moins à moins parler de nos amis d'Afrique, et en Afrique du Nord notamment, où l'e-sport se développe à vitesse grand V. Il était abordé à une époque, je me souviens, de l'ouverture de serveurs dans le sud de la France ou l'Italie, je ne sais plus exactement, pour justement offrir une meilleure connectivité à ces régions. Qu'en est-il aujourd'hui et comment Ubisoft compte améliorer l'expérience de jeu de cette région ? Ok. En fait... on est toujours en fait à l'affût d'opportunités d'ouvrir des nouveaux locations, en fait des nouveaux endroits où en fait on pourrait mettre une disponibilité de game server supplémentaire pour couvrir un maximum de zones géographiques. Je pense que on a pu le voir cette année, on va dans cette direction-là. On a ouvert des serveurs en Afrique du Sud. C'était quelque chose sur lequel on s'était engagé. Puis je pense que ça confirme notre engagement par rapport en fait à cette affirmation-là. Et pour expliquer un petit peu quel rationnel il y a derrière, essentiellement, il y a deux choses qu'on doit regarder. Le premier, c'est ouvrir une nouvelle région veut dire prendre des joueurs qui étaient dans une région avant, une région A, et les mettre dans une nouvelle région B. Et donc, en fait, il faut qu'on analyse cet impact-là. Est-ce que l'ancienne région, la région A, elle va être impactée trop négativement ? Est-ce que le matchmaking sera trop mauvais à cause de cela ? Et deux, est-ce que j'ai assez de joueurs dans la nouvelle région B qui vont être redirigés dans la nouvelle région pour maintenir un pool de matchmaking ? Donc ça, c'est la première question à laquelle on doit répondre. Puis la deuxième question, qui ça est plus du domaine technique, est est-ce que j'ai une capacité d'accueil en face de moi dans cette nouvelle région en termes de serveurs qui est adéquate. Et ça, c'est une chose qu'on doit aussi prendre en compte. On ne veut pas ouvrir une nouvelle région, puis en fait, on a trop de joueurs et pas assez de serveurs, et la qualité de service est un petit peu dégueulasse. Donc,
on est conscient hein, que je veux dire, Siege, c'est un jeu extrêmement latency sensitive et que plus ta latence est basse, mieux ton expérience est. On en est totalement conscient, puis on continue à pousser dans cette direction comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud cette année. Et on va continuer à regarder n'importe quelles opportunités qui sont disponibles et viables et les mettre en place dès qu'on les détecte. Et ça, on travaille activement dessus. Très bien. On a parlé tout à l'heure du mode replay avec quelques petites nouvelles à ce sujet. Mais il y a un autre sujet qui est très demandé, c'est le mode training. Est-ce que, Leroy, je sais que tu aimes bien faire ça, mais si quelqu'un d'autre veut répondre, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu sur un petit mode training parce que j'imagine que c'est un sujet qui est travaillé de votre côté. C'est pas quelque chose qui est mis de côté et oublié. Si, non, teasez-nous. Non, c'est moi, ok. Je pensais que c'était Ben, celle-là, mais c'est moi. Non, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas du tout oublié. C'est un sujet qu'on a dans les cartons depuis un moment. Et donc, oui, on n'a pas de date et d'échéance à communiquer là-dessus, mais effectivement, pour nous, c'est important parce qu'on est sur une feature qui est à la fois qui peut être potentiellement une feature d'onboarding, c'est-à-dire de donner une chance aux gens qui démarrent Siege de pouvoir expérimenter assez rapidement, que ce soit les opérateurs, les différents types de weapons et de gadgets, etc., dans un contexte relativement safe, et en même temps, une feature qui pourrait avoir un usage aussi pour les joueurs un peu plus avancés qui ont envie de vérifier, faire des benchmarks, tester tel attachment sur tel weapon, qu'est-ce que ça donne en termes de dégâts, etc. Donc oui, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on a déjà passé une phase, on va dire, de conception et sur laquelle on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir mettre en production. Par contre, on n'a pas de date encore à communiquer, mais oui, c'est pas quelque chose on est ah tiens, ça serait une bonne idée, oui tiens, on n'avait pas pensé. Voilà, on est effectivement dessus. Très bien. Il y a beaucoup d'influenceurs qui demandent un mode streamer qui permettrait de masquer leurs comptes et les comptes contre lesquels ils jouent pour limiter l'impact du stream hack, du stream sniping et ce genre d'attitude assez désagréable bien sûr dans ce milieu-là. Quelle est votre position, vos positions sur ce sujet ? Ouais. On est totalement conscient du problème, puis on a déjà eu un dialogue en place en fait qu'on continue à maintenir en fait avec notre population de streamers. En gros, oui, on veut donner en fait aux streamers la couche d'anonymat qui leur est nécessaire en fait pour continuer à produire du contenu en fait dans les meilleures conditions et des conditions agréables en fait. C'est ce qu'on cherche à avoir. Le but aussi est d'éviter, comme tu l'as dit, le stream sniping entre autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. On a fait des itérations de design avec lesquelles on a un petit peu partagé des idées avec certains streamers en fait. On a eu des retours assez positifs en fait sur le concept et l'approche. Le gros du travail, par contre, pour être très transparent, il va se trouver autour en fait de s'assurer de la sécurité en fait de la solution. On veut pas se retrouver avec une situation en fait où il y a des moyens détournés de attraper en fait qui est dans la session et qu'il y ait des tools qui soient créés par rapport à ça. Et par exemple, on a des outils qui sont live communautaires qui sont utilisés, qui permettent à l'heure actuelle, quand tu te connectes à une game, tu as un overlay, puis tu sais exactement en fait qui est connecté, quelles sont ses stats, et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération et qui va extrêmement motiver en fait la solution qui sera mise en place pour s'assurer qu'en fait c'est 100% anonyme, puis il n'y a pas moyen en fait de breacher ça. Le deuxième point aussi, c'est il nous faut un bon moyen aussi de pouvoir retrouver en fait qui était présent dans cette session et ainsi de suite si on a un nom anonyme pour des raisons en fait après de customer support, de gestion de communauté et autres, on doit être capable, si on nous envoie une vidéo, de pouvoir mettre une identité en fait sur la personne qui s'était mis en mode anonyme. Donc c'est principalement les deux aspects, je te dirais, à l'heure actuelle, qui sont les gros points de focus. Je pense qu'on est assez aligné en fait sur les fonctionnalités en tant que telles, si je puis dire, mais là c'est la partie sécurité, ça va être la pierre angulaire en fait de ce dossier-là, et on est dessus là. Ok. Parlons justement de communication, puisque on l'a déjà un peu abordé ce sujet, mais la commu elle est très consciente du côté marketing et de son importance, mais elle serait vraiment ravie d'avoir une sorte de mot de l'équipe, tel que les devlogs par exemple dont vous parliez, régulièrement, mensuellement par exemple, ou peu importe, une vidéo sur les réseaux par exemple, et in-game pourquoi pas, qui informerait des sujets actuellement traités, des sujets entendus et des sujets à venir, parce que plus important encore que les problèmes du jeu,
c'est votre réaction en fait à vous vis-à-vis de ces problèmes que veut voir avant tout la communauté. Ils veulent savoir que vous avez conscience des soucis et que vous agirez, ou au moins que vous les commenterez, sans vous demander de promettre forcément la lune à chaque souci. Est-ce qu'on peut espérer vous voir plus communiquer sur ce qui ne va pas sur le jeu ? Alors, en ce qui concerne la communication, on essaie d'être en tout cas plus régulier ces derniers temps sur le blog Top Issues. Donc là, c'est vraiment spécifique sur les problèmes du jeu, sur tout ce qui est les sujets chauds pour la communauté. Ça va faire une petite année qu'on essaie de les sortir régulièrement. Donc ça, c'est juste pour la partie vraiment problème du jeu. Et on va développer, on va continuer en tout cas à sortir des devlogs de manière ponctuelle, comme on l'a fait avec le match replay il y a quelques semaines, par exemple, où on donne l'avancement de l'équipe qui s'occupe des matchs replay sur Rainbow dans un blog. On va partager un petit peu quelle est l'intention, quelles sont les features qui vont être contenues dans le match replay. Et c'est important aussi, c'est vrai, pour nous de vous fournir cette visibilité sur ce qu'on fait sur le long terme. Après, je sais qu'il y a aussi une autre problématique qui est comment on délivre tout ce contenu à la communauté. C'est vrai que Siege, c'est un jeu où la communication, et c'est vrai, c'est un peu la difficulté, elle est principalement faite en anglais. On a un support pour la communauté anglophone qui est supérieur peut-être au support pour la communauté francophone, et c'est aussi à nous de trouver les bons outils et les bonnes manières de fonctionner pour justement toujours continuer à s'assurer que le message soit délivré en toutes les langues et soit accessible à tout le monde, parce que c'est pas normal que une communauté soit mieux informée qu'une autre. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est cher à mon équipe communautaire et qui est aussi cher à Ubisoft. Et je pense qu'on a dans le futur quelques pistes de réflexion en tout cas pour améliorer ça. Mais dans l'immédiat, on va continuer en tout cas à vous livrer des devlogs et ça continuera même cette semaine, puisqu'on a un très gros devlog, comme Benjamin l'a expliqué précédemment, qui sortira pratiquement en même temps que cette vidéo, je crois. Donc voilà. Très bien. Pour parler un peu de gameplay, de game design, on constate depuis quelques temps que les nouveaux opérateurs sont mieux travaillés, mieux dessinés du coup dans leur game design et bien moins meta-breaker. Ils sont parfois un complément à un autre opérateur, comme par exemple Wamai pour Jaeger. Mais surtout, vous vous êtes éloigné, on a l'impression, des opérateurs One Key for All comme Lyon, Finka ou Dokebi qui, d'une simple pression de touche, activaient un bonus ou un debuff pour toute l'équipe, que ce soit celle qu'on joue ou celle en face, et qui frustraient du coup beaucoup pour leur simplicité d'utilisation et l'impact qu'ils pouvaient avoir pour toute l'équipe. Est-ce que vous envisagez de retravailler ces agents, par exemple, qui sont un peu décalés par rapport à ce qui sort aujourd'hui, et de continuer en tout cas sur les prochains dans cette mentalité d'agents un peu plus équilibrés dans le package total? Bon, déjà, ça fait plaisir. Merci. Merci de voir que le travail paye. Ça fait hyper plaisir. Bibou, ça, je crois. Ouais, mais c'est une super bonne question. Puis surtout, ça a un petit praise quand même en passant, donc ça fait plaisir. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup gagné en qualité sur les opérateurs, que ce soit effectivement d'un point de vue design, profondeur, mais aussi même, je trouve, réalisation. Aujourd'hui, on est capable de faire des trucs visuellement beaucoup plus chouettes. Je pense à Lana ou même Oryx. Là, c'est visuellement ce qui se passe, c'est quand même à des années-lumière de ce qu'on faisait. Il faut savoir que ça, c'est effectivement les fruits d'un côté, effectivement, des différents refactos qu'on a pu faire, comme le mentionnait Ben, sur les opérateurs qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir être un peu plus ambitieux et de faire des trucs un petit peu plus sympas d'un point de vue gameplay, mais aussi de la restructuration de l'équipe. Aujourd'hui, on le rappelle à chaque fois, mais aujourd'hui maintenant on a vraiment travaillé en fonction en cellules, et donc on a une cellule opérateur avec des gens qui sont dédiés à ça, qui ne font que ça, qui passent beaucoup plus de temps là-dessus, et donc du coup forcément ça amène des trucs un petit peu plus riches et un petit peu plus profonds. Donc oui, je pense ça va continuer à être des opérateurs aussi profonds, riches et intéressants, d'autant plus que maintenant, en plus à partir de la saison 3, on va en livrer plus que un par saison. Donc ça va être d'autant plus important qu'il soit pertinent, profond, intéressant, et qu'on ne retombe pas dans les problématiques à la Lyon. Et en ce qui concerne les reworks de Lyon, alors après, c'est moi. Je pense qu'il faut des opérateurs un petit peu pour tout le monde. Je crois pas que le problème c'était effectivement le one button opérateur, parce que à bien des égards il y en a plein d'autres aussi où j'appuie sur un truc et il se passe quelque chose, il n'y a pas trop de profondeur. Mais c'est vrai que les cas de Lyon, Finka et de Dokebi étaient sans doute les plus extrêmes, et ceux qui dirons-nous qui avaient le plus gros décalage entre facilité de l'input ou le contexte dans lequel mettre l'input versus le reward. Ça effectivement c'était très problématique, et on refera plus jamais ça. En tout cas, on refera plus jamais un ratio aussi débalancé. Quant à leur rework, malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas. Déjà, Lyon, il a été reworké un petit peu. On l'a quand même fixé par rapport à ce qu'il était au moment du launch. Et aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit les opérateurs les plus urgents.
en termes de justement d'opérateurs cassés ou d'expériences pas forcément intéressantes. Donc oui, effectivement, je pense qu'on les retravaillera à un moment donné. Je pense notamment à Finca. Mais par contre, il y a d'autres priorités aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre collimateur, comme il le communique souvent dans les devlog balancing, etc., on a d'autres opérateurs qui sont bien plus problématiques que les 3 que tu as mentionnés là. Donc c'est pas pour tout de suite pour eux. Très bien. Je vais vous poser 2 questions en une. À l'avenir, vers où se dirige Siege ? En année 1, on parlait de 100 agents. Est-ce que c'est toujours le projet ? Et toujours concernant l'avenir de Siege, est-ce que ce sera un jeu qui sera porté sur les prochaines générations de consoles ? Alors pour les 100 opérateurs, ça n'a pas changé. On veut toujours atteindre le chiffre de 100 opérateurs et on ira forcément au-delà. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait changé le rythme montre qu'on va rester là encore plus longtemps, parce que ça va prendre encore plus de temps pour arriver à ce chiffre des 100. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des 100 opérateurs, le jeu pendant des années, notre communication elle a été vraiment focus sur ce nombre d'opérateurs. Et c'était un peu les opérateurs, c'est eux qui font le gameplay, c'est eux qui font. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des envies de gameplay et de renouveau beaucoup plus fortes sur d'autres éléments du jeu que seulement les opérateurs. C'est ce qu'on a communiqué au SI, c'est aujourd'hui on a vraiment ce qu'on appelle nous en interne gameplay 1.5, c'est vraiment on a envie de repenser des strates entières du gameplay et de les améliorer et de les retravailler et de vous délivrer des nouvelles expériences qui vont vous faire donner l'impression en tout cas de jouer à j'ai pas envie de dire un nouveau jeu, mais en tout cas ça va être beaucoup plus facile pour moi en français. En plus, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de promesses dans ce jeu. Il y a plein de choses qui sont encore à un état un petit peu, j'ai envie de dire, comme des petites graines, tu vois, qui n'ont pas encore complètement germé et fleuri. Et c'est là-dessus qu'on a envie d'investir. On a beaucoup développé la partie opérateur, mais il y a d'autres éléments comme le support mode, comme la preparation phase, comme les drones. Qu'est-ce que ça veut dire aussi la preparation phase pour la défense et l'attaque, etc. On n'a jamais vraiment réinvesti de gameplay. On n'a jamais fait des changements, on n'a jamais rajouté des nouveaux ingrédients, des nouveaux éléments. Je pense que les gadgets secondaires, par exemple, c'était un début de ça. C'est un truc qu'on va beaucoup plus creuser dans le futur. Donc attendez-vous à des changements gameplay core, à beaucoup plus de changements comme ça, et pas uniquement le gameplay focus que par on va dire l'entremise des opérateurs. C'est souvent les opérateurs qui venaient amener des nouveaux éléments de gameplay. Aujourd'hui, on va être capable de pouvoir amener des éléments de gameplay en dehors des opérateurs. Et ça, c'est cool parce que ça va impacter tout le monde. Tout le monde aura l'impression de pouvoir jouer et de bénéficier de ces nouvelles mécaniques de jeu qu'on va introduire. Ça se fera pas sans heurts et tracas, ça se fera pas sans rage et sans doute un petit peu défiance au début de la communauté, mais on va travailler avec vous, on va faire ça bien, on teste, on est déjà en train de travailler avec pas mal de pros qui ont déjà vu des sneak peeks, etc. Ça va être super, c'est vraiment le Siege 2 dont on parlait, c'est ça en fait, on le fait en temps réel, on le produit en temps réel. Pense un peu Dota Reborn, pense un peu les gros patchs qu'il y avait eu dans League, qui avaient complètement changé la façon dont tu joues à League, avec un nouveau slot pour les wards, tout le monde avait des wards, etc. Voilà, c'est ça, on veut venir un petit peu challenger et réveiller Siege parce qu'on pense qu'il a encore un potentiel qui n'a pas été complètement exploité. Alors, et pour ce qui est la question des next-gen, non, mais oui. si, j'avais complètement oublié ma question, bien joué, tu es pro. Voilà. Et oui, ça a déjà été annoncé, on sera présent sur les next-gen et on sera présent avec ce jeu-là. C'est pas, souvent les gens me demandent, ah bon, alors c'est-à-dire qu'il y a le 2 qui sort ou la suite, hein. Non, c'est vraiment ce jeu-là qui va être porté sur next-gen. Et donc ça, c'est important, on l'a dit, on l'a redit, il le disait à l'époque, on continue de le dire, il n'y a qu'un Siege et il durera pour toujours, et voilà, ça ne change pas. Très bien. Et justement, tu as abordé ce terme de Siege 2.0. On l'a vu avec l'arrivée de Vulkan sur PC, votre volonté justement d'optimiser Siege et de le rendre plus agréable. Est-ce qu'il est envisageable de voir un jour justement un Siege 2.0 via, je sais pas, par exemple un rework du moteur graphique, ou c'est une tâche trop colossale et impossible à mettre en place, à adapter ? Je pense qu'on a déjà partiellement répondu à celle-là, mais ce que je peux te dire par rapport à Vulkan, en fait, c'était le but de l'update Vulkan, c'était vraiment d'inscrire en fait Siege dans la durée, et en fait ça nous permettait en fait de faire bénéficier aux joueurs des améliorations en fait que Vulkan permettait d'aller chercher en fait en termes de performance. Donc ça, c'était quand même un step assez important. On veut faire évoluer Siege technologiquement, on va continuer à le faire évoluer, et voilà, c'était vraiment ça le but de Vulkan, et on continue d'investir sur Siege techniquement pour que les perfs continuent d'augmenter et qu'ils soient maintenus over time.
Eh bien écoutez messieurs, moi je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui avaient été remontées comme étant les plus importantes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avant de vous demander un dernier petit mot, j'ai quand même une petite question que j'ai pas soumise à vérification avant et vous aurez peut-être pas le droit d'y répondre, du coup n'y répondez pas si vous n'avez pas le droit, mais est-ce qu'on pourra voir par exemple des fois un petit crossover entre Siege et une autre licence Ubisoft dont on parle plus trop, vous savez, un petit gars avec 3 lumières vertes, ça fait pouih quand il l'allume. Très bien. Du coup, le mot de la fin pour la communauté française, si vous avez un petit mot à leur adresser. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire merci. J'ai regardé moi l'émission quasiment en entier avec que t'as fait là en agro avec Bibou et tout, et j'étais hyper touché parce que on voit que c'est vraiment une communauté qui est là depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui sont là vraiment quasiment depuis les débuts. Vous nous soutenez et rappelez-vous que c'est vous qui faites ce jeu. C'est-à-dire c'est parce que vous y jouez, c'est parce que vous l'aimez, c'est parce que vous streamez, c'est parce que vous faites des vidéos, etc., qu'il existe, qu'il continue d'exister et qu'il existera pour toujours. Et c'est genre, c'est normal aussi, ça c'est le truc que je veux dire, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir un moment d'atteindre des points de frustration énormes, et ce que vous avez fait, le fait de prendre cette information-là et de la communiquer, c'est super important, parce que moi je nous ai toujours vus comme un vieux couple en fait, les devs et la communauté, et à un moment donné, le secret pour durer dans un couple, c'est la communication, parce qu'il y aura des moments qui seront difficiles, parce qu'effectivement il y a des moments où il y a une fatigue qui se crée, quand tu fais 8 heures par jour la même chose, et que tout d'un coup il y a un nouveau truc qui sort, bah oui, tout d'un coup tu compares, et tu dis mais elle est vachement mieux, elle est machin, mais c'est normal en fait, et il faut en parler. Et aussi, et ça c'est un truc que je dis aussi, j'ai peut-être pas le droit de le dire, nous ne sommes pas jaloux, hein. Donc c'est complètement normal à un moment donné que vous ayez envie de faire autre chose. C'est complètement normal d'avoir des breaks à un moment donné. Et c'est pas parce qu'on fait un break qu'on est obligé de dire qu'on va quitter, qu'on reviendra jamais. C'est pas parce qu'on fait un break qu'on est en train de trahir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Comme on le dit, ce jeu-là il sera là pour toujours. Donc prenez des pauses, allez faire autre chose, aérez-vous l'esprit, revenez avec des idées justement et communiquez-nous, challengez-nous, etc. Il n'y a pas de problème. On est ensemble pour le très très long terme. On s'est marié avec vous, on vous lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Comme ils disent dans les mariages, là, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Et donc voilà, merci. Merci Leroy, Benjamin ou François, si vous voulez rajouter un petit mot également. Ouais, je pense que Leroy a fait un super travail là de. J'ai la larme aux yeux, je sais plus quoi dire. Voilà, c'est un trop beau message, je veux dire. Non, ce que je vais rajouter dessus, c'est on a aussi très bien compris le message qu'on se doit en fait de donner plus de visibilité. C'est quelque chose sur lequel en fait on s'engage à agir, et il y aura des changements, vous allez le voir. Il y aura plus de transparence, il y aura plus d'informations qui vous sera donnée, que ça soit à tous les niveaux, que ça soit au niveau design, que ça soit même au niveau technique sur lequel on n'a peut-être pas forcément investi beaucoup en communication jusqu'alors. On va en faire plus et ça vous allez le voir. Ouais. Ok. Ouais, moi en ce qui me concerne, la communauté française que je connais bien, c'est l'une des plus grosses communes, hein, je pense, en Europe. Il y a une diversité de profils quand même qui est à souligner. On a vraiment de tout. On a des pros, on a des streamers, on a des content creators, on a des gens qui font des artworks, des cosplayers, on a vraiment de tout. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de Siege, hein, c'est la richesse de sa communauté. Je pense que la France en est un très bon exemple. Je crois que la France est le seul territoire qui a son hashtag Siege particulier, RC6Life. Je l'ai jamais lu ailleurs qu'en France, mais ça dit quelque chose quoi aussi. Je pense que voilà, il y a une vraie identité dans cette communauté, et voilà, c'est très fort. Je tiens juste à finir sur cette petite observation. Moi, je m'occupe de la communauté. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, que ce soit en bien ou en mal sur Siege, c'est mon travail et c'est le travail de nos équipes, en tout cas, de le recueillir, de le synthétiser pour aussi donner des informations à toutes les équipes d'Ubisoft. Continuez à le faire, continuez à commenter tout ce qu'on peut publier ou tout ce qu'on ne publie pas si ça manque, selon vous. C'est important aussi pour nous qu'on puisse avoir cette discussion, et ça passe aussi par mes équipes. Donc voilà, je tenais à le dire, et voilà. Merci à la commu française en tout cas. Bah merci beaucoup à vous trois. Plus globalement, merci également à Ubisoft d'avoir accepté de jouer ce jeu justement de questions-réponses avec la communauté, puisque c'est pas un exercice qu'on avait pu constater auparavant. Merci de m'avoir fait confiance, que ce soit la commu ou Ubisoft, pour porter ces questions. Merci à tous les modérateurs derrière qui ont fait tout ce travail pour répertorier les questions. Merci Reziac pour les visuels de tout ça, et merci à vous surtout d'avoir adressé toutes ces remarques, toutes ces questions. J'espère que ça vous apportera ce que vous recherchez. On se dit à très vite pour tout
toujours plus de contenu sur Siege, puisqu'il va y en avoir, et ce sera très cool. Et n'oubliez pas, effectivement, comme tu le disais, François, R6 is life. Ciao tout le monde.